Salut à toi Menu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je suis aujourd'hui à Troyes, enfin à côté de Troyes exactement, pour rencontrer Maël, fondateur des cycles Cadence, donc des vélos artisanaux. Donc dans cette vidéo, on va déjà faire connaissance avec Maël, un peu son parcours, son histoire, sa vie, son œuvre, ce qui l'a amené bien évidemment à se lancer dans la fabrication artisanale de vélos. Et puis ensuite, on va faire le parcours finalement d'une personne qui souhaite acquérir un vélo depuis effectivement l'étude posturale jusqu'à la réalisation finale, et en verrant par toutes les étapes le choix des tubes, la géométrie, tous les éléments qui constituent la particularité de choisir un vélo artisanal. Donc Maël, tu es le fondateur des cycles Cadence, comme on peut le voir là sur ce magnifique vélo que tu nous présenteras d'ailleurs tout à l'heure. Mais ma première question, qu'est-ce qui t'a amené toi à te lancer dans cette fabrication artisanale de vélos, et ça c'est la grande chance je trouve du gravel, pas que du gravel mais globalement du vélo, c'est que il y a une vraie dynamique au niveau des vélos artisanaux. Dans les années 70-80 il y avait beaucoup de cadres en France qui ont un peu disparu par la suite, et puis là il y a un retour et avec des jeunes comme toi, donc ça fait vraiment plaisir. Alors c'est quoi ta vie, ton œuvre, comment on en vient quand on s'appelle Maël à Troyes à faire des vélos artisanaux? J'ai envie de dire c'est un peu un combiné de plusieurs choses. D'abord, il y a un peu la passion du vélo, mais il n'y a pas que ça. Parce que j'étais un petit peu dans la réparation de cycles auparavant. J'étais président d'une association où on réparait des cycles pour des étudiants à l'université. Et c'est surtout que je réfléchissais en parallèle dans un travail de thèse à nos modes de production et de fabrication, de consommation également. Et j'avais en tête de participer à les faire évoluer vers quelque chose de plus soutenable. Et donc, à la fin de ma thèse, commence à venir l'idée il faut réfléchir à la suite, qu'est-ce que je vais faire. Et donc, à ce moment-là, en parallèle, je cherchais à m'acheter un vélo de triathlon, tout simplement. Donc tu faisais du triathlon? J'en fais encore un petit peu, moins qu'avant malheureusement, mais à terme j'espère pouvoir en faire de nouveau. Et donc je regarde et malheureusement je commence à aller un peu plus loin dans les recherches, et je trouvais que il n'y avait plus rien de fabriqué en France, et au niveau industriel du moins. Ouais. Et donc là je tombe sur l'artisanat. Je vois qu'il y a quelques artisans qui fabriquent en France, je regarde un peu plus près ce qu'ils font, et je m'intéresse de fil en aiguille à la fabrication d'un cadre, d'une fourche, puis plus globalement au vélo dans l'univers global du vélo. Ouais, et de là, je vais voir CIFAC pour un stage d'observation professionnelle. Donc CIFAC qui est un peu un des pionniers un des pionniers. En tout cas qui existe depuis longtemps, qui est une référence dans le domaine de l'artisanat. Et donc CIFAC m'accueille quelques jours chez eux. Moi ça confirme quelques intuitions. Ensuite c'était un stage d'observation, il faut quand même mettre la main à la pâte. Donc pour ça je commence par un autre stage de fabrication, cette fois-ci en Angleterre, à la Bicycle Academy. D'accord. Où là j'ai la chance d'être accueilli pendant 10 jours et vraiment faire un cadre de A à Z avec les deux techniques de soudure, donc le soude-brasage, je reviendrai dessus peut-être, on en parlera tout à l'heure, et le soudage TIG, une petite formation de quelques jours là-dessus, où on apprend vraiment tout ce qu'il faut, la base pour fabriquer du moins un cadre et concevoir un vélo dans son ensemble. Parallèlement à ça, et même un peu en amont, je me suis reformé à soudure parce que j'en avais fait un tout petit peu au tout début de mes études, où j'avais fait un DUT sciences et génie matériaux. D'accord. Donc là j'avais déjà étudié un peu ce que c'était les métaux, leur structure, comment ils se comportent, exactement. Et donc là ça m'a permis vraiment d'aller sur les spécificités du vélo, parce qu'on est sur des tubes très fins avec des propriétés spécifiques, et donc m'entraîner énormément là-dessus. Pour avoir la soudure parfaite qui fait aussi la qualité du vélo. Là, bien sûr. Et donc du coup, et maintenant la création de Cadence. Et donc ça s'est enchaîné de manière assez directe, j'ai envie de dire. Où donc j'ai fini mon doctorat, j'ai fait un petit peu un poste d'ingénieur de recherche aussi à l'université, et à la fin de ce poste d'ingénieur de recherche, j'ai créé ma boîte, donc en mai 2019. Et donc avec la volonté de faire des vélos pour tout type de personnes, pour tout type de pratiques également, avec concentré quand même au début sur 4 pratiques, la ville, le gravel, la route et le voyage. Et maintenant cette année je vais lancer aussi une gamme VTT. Mais pas le triathlon pour le coup.
Ouais, le triathlon, je vais faire des vélos spécifiques triathlon, mais je pense que la demande est vraiment de niche, de chez niche. Et donc au début, c'était quand même réussir à être assez large. Puis peut-être 2022, sortir un vélo spécifiquement triathlon, avec vraiment une grosse réflexion sur le choix des tubes, sur la géométrie. Dans le sens où niveau géométrie, je peux avoir sur quelque chose qui... Et peut-être que la demande aujourd'hui est en vélo, on va dire acier, artisanaux, et peut-être plus sur le gravel ou la route. Elle est totalement sur le gravel. Ou le vélo de voyage, ou peut-être un peu la ville. Sur la route. Et je pense que moins sur le VTT et moins sur le triathlon en tout cas. Sur le VTT, si en semi-rigide. En semi-rigide surtout. Il y a une petite demande. Sur le vélo de triathlon, on en voit très peu, mais à mon sens, c'est un matériau qui est très adapté pour le triathlon parce qu'on est sur un effort individuel, sur un effort continu. Et l'acier est très bon, a des très bonnes propriétés pour ce type d'effort-là. Et donc, il y a encore un peu de travail de conviction, à mon avis, des mentalités avant de. Ça, c'est le plus dur. C'est ça, parce qu'ils sont quand même très attachés au carbone, qui domine quand même le triathlon. Voilà. Alors que je pense que le gravel et la route aujourd'hui sont plus ouverts parce que l'arrivée du triathlon l'explosion du triathlon a coïncidé avec l'arrivée aussi du carbone quasiment. C'est ça. Voilà. Donc tout de suite ils ont été sur ce type de matériaux avec des géométries quand même très exclusives, alors que la route, il y a une histoire d'abord avec l'acier, donc c'est un peu l'histoire est différente. Ok. Je te propose maintenant qu'on voit, comme je disais dans l'introduction, un peu le parcours d'un client lambda depuis son étude posturale et finalement jusqu'à la finalisation de son vélo. Donc maintenant Maël, le début, quelqu'un qui souhaite un vélo artisanal, ça commence par l'étude posturale. Oui, l'étude posturale, mais même en amont de l'étude posturale, c'est bien définir le besoin de la personne avant. On discute sur sa pratique, sur ce qu'il envisage de faire avec. Et donc à partir de ses envies et son besoin, on vient commencer par une étude posturale. Donc l'étude posturale, c'est positionner la personne en fonction de sa morphologie, bien entendu, et la pratique souhaitée. C'est pour ça qu'il faut bien définir le besoin en amont. Donc au niveau de la pratique, on va avoir des positions plus ou moins redressées sur le vélo, avec plus ou moins d'allonge. Et comment je positionne la personne, ça dépend chaque personne bien entendu, mais on part un peu de ce qu'il a l'habitude de rouler. Je remets cette position là sur l'étude posturale, et ensuite je me rapproche un peu des données théoriques et je regarde son ressenti sur le vélo, et en fonction de son ressenti et les données théoriques, on arrive sur une combinaison qui fait qu'en général on est sur un optimum entre confort, performance. Sur certains vélos on va chercher un peu plus le confort au détriment de la performance et inversement. Et donc le troisième élément, c'est mon regard extérieur, parce qu'il peut des fois ne pas ressentir certains éléments, et donc moi je viens me positionner en extérieur et voir par exemple la rotation de la cheville, le déhanchement, voir l'arrondi du dos. Oui, parce qu'on n'a pas forcément les jambes exactement de la même longueur. Donc c'est vrai que les mesures classiques de dire on prend l'entrejambe située par 0,883. Ça c'était valable pour Greg Lemon avec Cyril Guimard dans les années 80, parce que c'était pour une personne spécifique et une morphologie spécifique. Donc il s'est avéré que globalement ça donne ce coefficient multiplicateur une idée plus ou moins proche de la position optimale, mais c'est pas la position optimale pour tout le monde, loin de là. D'autant que les géométries, comme tu dis, à l'époque de Cyril Guimard et maintenant ont changé aussi. Moi quand je regarde les vélos même plus anciens des années les anciens un peu qui sont vintage maintenant, de 70-80, le C-tube était beaucoup plus incliné sur l'arrière, et maintenant on a tendance à pédaler beaucoup plus sur l'avant. Enfin, totalement. Je sais pas si tu vas dire. C'est une observation, même en VTT, vous regardez en cross-country, les géométries, maintenant les tubes de selle c'est bientôt du 75 degrés à peu près. Alors qu'avant on était très très sur l'arrière, beaucoup ça. Quoi. En fait, c'est qu'on va pas solliciter les mêmes fibres musculaires, on a tendance à être un peu plus en puissance quand on va sur l'avant, et donc sur du vélo de course notamment, c'est les évolutions qu'on voit. Et sur l'avant, il semblerait aussi, tiens, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, qu'on fatigue moins aussi pour ceux qui font de l'ultra par exemple. Est-ce que ça se valide ça par rapport à l'arrière, ceux qui font des longues distances? Ça dépend vraiment de la morphologie de la personne. Moi j'ai envie de dire, sur de l'ultra, s'il faut qu'on soit positionné de manière à ce qu'il y ait un équilibre qui se fasse, qu'on n'ait pas trop de poids vers l'avant, parce qu'après on va fatiguer. Si on fatigue moins vers l'arrière, on va fatiguer sur l'avant. Donc c'est vraiment au niveau de l'équilibre, parce que si vous avez plus de poids sur le niveau des épaules ou des bras, sur l'ultra vous allez ressentir des douleurs au niveau des poignets, des
des tendinites au niveau des épaules. Et donc c'est vraiment une question d'équilibre. L'équilibre, il est très difficile à trouver, hein. Bien entendu, par exemple, moi quand je positionne la personne sur l'étude posturale, je la positionne dans une fenêtre posturale. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petits réglages qui sont possibles. De hauteur de selle, d'inclinaison de selle, d'avancement, de recul. C'est beaucoup au niveau de la selle, hein, le point central. Bien sûr, après, au niveau de la potence, on peut toujours un peu changer de potence et tout. Mais voilà, c'est dire, dans cette fenêtre posturale, on sait qu'on va être plus ou moins bien. Après, suivant l'état de forme aussi, on va venir faire quelques petits changements. Bien sûr. Et puis aussi, là, on est en statique. Le vélo, c'est en dynamique, donc on va sentir quelques petites choses qu'on ne ressent pas forcément ici. Oui, parce qu'effectivement, quand on se met en relance, en danseuse, on a des sensations différentes que quand on est posé, assis, puis quand ça monte, quand ça descend, le ressenti peut être différent. Donc voilà, moi je positionne la personne là dans ce qui me semble être la fenêtre la plus proche d'une position optimale, et après c'est à la personne de faire des petits réglages au ressenti. Et donc à partir de là, en général, on tombe sur une position qui sait satisfaire à peu près toutes les pratiques. Le mieux, c'est une démonstration par l'exemple, hein, donc je m'assois alors. Allons-y. Allez, action. Je suis pas tout à fait en tenue de cycliste, mais ça va aller. Ça va aller, on peut déjà je pédale rarement en gîne. Alors, les pieds sur les pédales. Donc là, on va y aller. Donc on voit un dos quand même qui est relativement droit. Après, c'est jamais délicat parce que certaines personnes ont naturellement un dos droit. Je peux les positionner vraiment en position triathlon, on va dire. Ils garderont le dos droit. Oui. Et il y en a qui ont tout le temps un dos arrondi. Donc on essaye de voir déjà si moi je vais avancer par exemple l'avant. Oui, parce que là, effectivement, je me sens court là. Là, on est très court quand même. J'avance par exemple ici le guidon, on va dire. L'idée, c'est d'aller dans les extrêmes pour que la personne ressente en fait les changements sur son vélo. Parce que quand on ressent, c'est mieux après pour pouvoir le régler soi-même le vélo. Donc, hop, par exemple, là, on est déjà beaucoup mieux. Sur l'avant, des choses très simples, c'est, regarde-moi, d'un seul coup, lâche les mains. Voilà. Soit il a une sanglade abdominale très robuste, soit en fait, en principe, on arrive à sentir. Je fais la planche tous les matins. Voilà, c'est ça. On arrive à sentir si on tombe vers l'avant, on est dressé. D'accord. Et ça c'est un bon signe, ça. Ça donne des indications sur, par exemple, si on veut faire du vélo de course, si on lâche les mains et qu'on est vraiment assis. C'est vraiment au début qu'on ressent en fait, après on le sent plus. Là, c'est quand on veut gagner une course qu'on puisse lever les bras, c'est ça. Il faut qu'on lève les bras sans trop de difficulté. Non, mais ça permet en fait au niveau de la répartition du poids sur le corps, sur le cintre, du corps sur le vélo. On voit si c'est déjà plus ou moins bien équilibré. Si on tombe vraiment à la ramasse, c'est qu'on a trop de poids sur les épaules. Si on est vraiment droit, c'est-à-dire que si t'es trop droit, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment en position. Te rapproche un peu. On n'est pas vraiment en position aérodynamique si on est trop droit. C'est-à-dire que on est plus en position ville ou voyage. Et si tu tombes, c'est que t'es vraiment bas. Après, ça peut être recherché sur certains vélos, mais même sur les vélos de triathlon. Ouais, parce que sur un vélo de triathlon, quand tu on va essayer non plus de pas tomber, c'est-à-dire trouver la bonne position au niveau du fessier, de la rotation des hanches notamment, pour en fait vraiment avoir l'arrondi du dos. Et en fait compenser un petit peu parce que même si vous êtes par exemple sur du triathlon, si vous avez tout le poids à l'avant, vous sortez de la natation, vous avez les bras en feu, vous nagez, c'est pas terrible. Et donc il faut trouver aussi en fonction de la personne, au niveau de sa respiration, quelque chose qui bloque pas. Des fois qu'on est trop en avant, on va bloquer la respiration. Moi les quelques j'ai pas fait de triathlon, mais il m'est arrivé quelques fois de rouler avec des prolongateurs. Et c'est un truc, j'ai du mal en fait à me trouver dans cette position parce que j'ai l'impression que ça. Alors peut-être qu'ils étaient mal réglés, hein, mais justement que ça me bloque. Et je me sens pas à l'aise. Des fois, on a tendance à vouloir être trop aérodynamique sur un vélo de triathlon, au détriment de la respiration et tout. Alors qu'en redressant un tout petit peu, on va pouvoir avoir une meilleure respiration, mieux oxygéner ses muscles. Et finalement, plus performer quoi. Voilà, c'est ça. Faut pas chercher forcément à être le plus. C'est pas toujours bon, non. Ok. Donc voilà, et puis ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la distance avant. C'est la hauteur de selle, bien entendu. Pour la hauteur de selle, il faut quand même pédaler un peu. Donc là, on voit que la jambe reste quand même assez pliée. Là, je suis un peu bas là. Donc il y a deux indicateurs, c'est au niveau de l'angle, au niveau du genou et aussi au niveau du talon. Si le talon reste trop haut, c'est que bien évidemment Donc, si le talon est trop haut, c'est que quand je suis en bas. Voilà, quand vous êtes en bas. Si le talon reste en haut, en fait, c'est-à-dire que la selle est trop haute. Voilà, si vous roulez comme ça, potentiellement la selle est trop haute. Si j'exagère un peu, donc là c'est trop haut. C'est ça. Et si vous êtes trop bas,
potentiellement elle est trop basse. Mais il n'y a pas que cet indicateur-là qui rentre en jeu, bien entendu. C'est un premier. Après, on va peut-être lever un peu quand même la selle. On va la mettre trop haute pour le coup. Donc là, je sens que je suis trop haut. Là, Ouais, on parce sent que la forcément. La Là, cheville tourne pas bien. On est trop haut. non, puis je vois que je suis obligé pour aller jusqu'en bas, je suis obligé de descendre en fait. Ouais. Le pied. Ok. Et puis moi, visuellement, si tu continues à pédaler, je vois qu'il y a un déhanchement qui se fait et que le déhanchement c'est pas bon parce qu'on n'est pas équilibré sur le vélo et on va avoir tendance à trop forcer, on va avoir des tendinites au niveau des ligaments derrière. Donc position de selle trop haute, favoriser les tendinites à l'arrière, trop basse sur l'avant du genou. Et petite technique aussi, c'est quand on est bien positionné, les forces. Enfin, je mets un peu plus de force là. On sent par exemple si on est trop bas que ça va forcer plus dans les cuisses. Ouais. Si on a une position plus équilibrée, la force va être mieux répartie sur les muscles. Ok. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça qui font qu'on arrive à positionner la personne de manière optimale. Sachant que, comme je disais juste avant, il y a des personnes qui ont des réglages qu'on appelle macro-ajustateurs et micro-ajustateurs. Les macro-ajustateurs, c'est-à-dire que je vais pouvoir changer de la selle de 3-4 cm, ils vont rien sentir. Moi je vais le voir mais ils vont pas le sentir. Et les micro-ajustateurs, par exemple je change d'un demi centimètre, ils vont dire ah je suis pas bien quoi. Et donc une étude posturale peut durer une demi-heure comme 1h30 quoi. Si D'accord. Ah ouais. Ok, parfait. Donc ça c'est vraiment des points essentiels parce qu'effectivement ça va déterminer les cotes. Les cotes du Donc, vélo. Voilà. Une fois qu'on a déterminé, je fais descendre la personne. Donc là il est pas très bien réglé. Hein. Non, je vous on est rassure, d'accord. ils sont mieux réglés avec les clients. Donc je prends 4 mesures. La longueur qui sépare la selle au cintre, donc numéro 1. La hauteur de la selle par rapport au centre, numéro 2. La hauteur de selle, numéro 3. Et numéro 4, c'est le recul de selle par rapport au boîtier de pédalier. Cette distance-là. Donc à partir de ces 4 mesures, j'ai les points d'appui de la personne sur le vélo. Et je rentre ça dans mon logiciel. Et après, suivant la pratique, je vais jouer sur les différents angles de direction sans bouger ces points-là. D'accord. Angle de direction, longueur des bases, le reach, le stack. Le reach, le stack, voilà. Ok. Donc le reach et le stack en fait découlent de ces 4 mesures-là. D'accord. Mais je ne me base pas sur reach et le stack. Oui, oui, bien sûr. Ok. Parfait. Donc maintenant que l'étude posturale est faite, l'étape suivante, ça va être donc la conception. La conception. Eh ben on passe du côté de l'ordinateur alors. C'est ça. Alors, une fois que tu as défini effectivement les cotes, la géométrie. Alors je viens mettre sur le logiciel toutes les données en fonction des 4 points que j'ai présentés préalablement. Je viens sortir 2 types de plans comme celui-ci. Là vous avez un plan pour régler en fait mon gabarit. Donc je vais régler la longueur des bases, la longueur de l'empattement avant, l'angle de direction, l'angle du tube de selle et la hauteur de la douille ainsi que la planche de boîtier de pédalier. Et donc ça me permet de sortir des plans que je vais réutiliser derrière. Donc pour régler le gabarit, mais aussi là pour les découpes où chaque tube au millimètre près, donc je viens de définir la longueur à laquelle il doit être coupé. Et ça, en complément bien entendu, et même en amont j'ai envie de dire, j'ai oublié, je viens définir toute la fiche technique en fait du vélo. C'est-à-dire tous les paramètres de conception, par exemple l'anthrax, traversant, attache rapide, 142 mm à l'arrière ou 148 ou 135 par exemple, s'il y a des porte-bagages, s'il faut que je prévoie des garde-boue, si on est sur du patin, si on est sur du disque, si on est sur du 160, 180, 200, voilà, puis aussi tout le choix des tubes. À 200 c'est pour arrêter un tank là. Là on a commencé à avoir une pratique assez engagée. Le choix des tubes. Donc là, par exemple, je référence tous les tubes. Par exemple, ça va de le boîtier de pédalier, la douille de direction, les bases, les haubans, le choix des pattes aussi, les pattes arrière. Voilà, je donne tous les paramètres de conception. Donc dans mon petit fichier Excel, voilà, je viens noter tout ça. Ça me permet, moi, quand je conçois le vélo, quand je le fabrique, de me référer à ce papier-là et dire, sur ce vélo, déjà je regarde ce que j'ai en stock, ce qu'il faut que je commande, bien entendu. Et d'autre part, de dire, celui-là, on est sur du flat mount, il faut que je prévoie du flat mount. Parce que oui, il y a le diamètre des disques, mais aussi le standard, post mount, flat mount, et j'en passe. Et potentiellement les différentes petites pièces qui viennent en plus, un support de chaîne, ça peut être ça peut être du passage interne de câble, ça peut être
Là, tu vas t'adapter en fonction de la demande du client, aussi Voilà. le groupe qui veut, le type En de fonction du cintre, groupe, voilà. de type de selle, Tout à fait. enfin tous les Si accessoires on a du périphériques. recul ou pas. Par exemple, ça aussi, c'est un petit élément qu'il faut prendre en amont dans la conception. Les périphériques qu'on souhaite mettre dessus. Par exemple, sur la tige de selle, si vous avez une tige de selle droite versus une tige de selle avec du recul, eh ben, je ne vais pas mettre le même angle de tube de selle pour que ça tombe pile poil sur la distance que j'avais sur le de type postural. Okay. Donc chaque paramètre est important et est pris en compte. Bon, on passe maintenant à la partie tube. Et les tubes, lorsqu'on fait un vélo sur mesure, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de types de tubes différents. Donc ce serait bien aussi que tu nous éclaires de ton expérience et tes lumières sur c'est quoi les différents types de tubes qu'on a en acier. Alors c'est vrai que l'acier, et c'est son avantage, notamment sur mesure, c'est qu'il y a une gamme de tubes qui est assez extraordinaire. Il y a encore 2 voire 3 grands fabricants de tubes en Europe, Reynolds, Columbus, Dedachai. Et les 3 réunis, ça fait une panoplie assez incroyable de tubes, avec des formes, des géométries, des compositions différentes. Donc on peut vraiment aller sur plein de vélos, avec des cadres, un comportement légèrement différent. Enfin, légèrement, du simple au double, j'ai envie de dire. Et j'imagine que sur un vélo complet, tu n'auras pas forcément le même type de tube sur l'ensemble de tous les tubes du vélo, entre les haubans, le tube diagonal, le top tube, Déjà, etc. pas de la même gamme. C'est-à-dire que, par exemple, je peux mélanger du Columbus avec du Reynolds ou du Dedachai, parce que je cherche... Quand je conçois un vélo, je le conçois donc à partir du besoin de la personne, l'étude posturale, la géométrie, et après je regarde quel tube répond le mieux à telle demande. C'est-à-dire, par exemple, pour la direction, peut-être que je vais aller sur un Columbus parce que je trouve que c'est le tube le plus adapté suivant la demande. Tandis que je regarde les bas, je fais ah bah celle-là c'est Dedachai qu'il me faut. Et là le tube diagonal, bah imaginons c'est un Reynolds. Donc je peux avoir un vélo avec 3 tubes différents. Quoi. Donc Reynolds qui est anglais et Columbus et Dedachai qui sont italiens. Italiens, c'est ça. Ok, alors on y va. Alors par exemple, on va partir dans les extrêmes. Ça c'est le tube le plus rigide que j'ai. Columbus, Bioval. Donc Bioval, pourquoi? Ça c'est un tube diagonal qu'on positionne comme ça sur le vélo. Bioval pour donc la direction, ça permet en fait d'avoir une plus grosse emprise au niveau de la direction et donc parce que c'est ici qu'il y a le plus de sollicitation sur le vélo. C'est au niveau de la douille de direction, de la douille. Vous avez ici énormément de chocs, énormément de vibrations et donc plus vous avez une emprise importante sur la douille, plus ça répartit en fait les forces sur le tube. D'accord. Ça les concentre moins. Et le fait qu'ils soient un peu ovalisés dans ce sens-là, eh bien ça le rend un peu plus rigide là où il y a le plus de force, c'est-à-dire sur la partie basse. Ok. Et à l'opposé, vous êtes ovalisé mais dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens du pédalage. Ah oui, oui. C'est-à-dire que vous êtes plus rigide au niveau du boîtier pédalier. Vous avez une plus grande prise au niveau du boîtier pédalier. On recherche souvent avoir un pied rigide. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai tendance à faire sur l'ensemble de mes vélos, même si c'est du performance pure, c'est d'avoir un bas très rigide et un haut assez souple. Ça sert pas à grand chose d'avoir un vélo très rigide en haut. On fait pas tous de la piste et à un moment le confort c'est quand même appréciable. Donc voilà. Après il y a différents types d'épaisseur aussi sur les tubes, différents types d'alliage également. Là on va être sur du tube de 0,6, 0,4, 0,6. Donc c'est des tubes relativement fins. Plus on monte en diamètre, plus on va essayer d'avoir du tube relativement fin pour compenser le surplus lié au fait qu'il soit de plus large diamètre. Ouais. Et donc là par exemple, ce tube-là versus un tube de 25, je ne cache pas qu'en termes de comportement du cadre, ça ne sera pas la même chose. Là sur ce tube-ci, vous êtes un tube de 28,6 de diamètre. Là, c'est un diamètre de 44,4 qui a été un petit peu travaillé pour donner ce côté bioval et même que lui il a un petit peu travaillé pour de manière hexagonale. Et donc là en termes de rigidité, on est 1,5 fois voire 2 fois plus rigide qu'avec ça. Donc je peux faire des cadres acier qui sont 2 fois plus rigides l'un versus l'autre. D'accord. Sur les vélos que je présenterai tout à l'heure, les raccourcis que certains prennent en disant l'acier c'est mou, en fait ça veut rien dire. C'est pour quel acier, comment on le conçoit. Des tubes. En fait, même faire un acier très rigide. Intrinsèquement, c'est bien plus rigide que l'aluminium. Et l'aluminium a cette réputation d'être très rigide. C'est juste qu'on surdimensionne les tubes d'aluminium. C'est ce qui donne sa rigidité. Pour compenser le fait qu'il est plus mou. C'est ça. Bien sûr. J'en avais parlé justement dans une des vidéos
mou sur les différents matériaux, et ça c'est une idée reçue en fait, que l'aluminium c'est le plus mou de tous les matériaux. L'acier a cet avantage de bien absorber les vibrations. Ouais. Donc ça, même si on est sur un acier rigide. Donc gravel, ça fait vraiment sens, quoi. En gravel, ça fait vraiment sens. Et puis après, voilà, on va jouer sur, comme je dis, les différents diamètres, l'orientation des tubes pour être confort. On sera jamais aussi rigide qu'un carbone, parce que le carbone c'est presque illimité, on va dire, la rigidité. Mais au bout d'un moment, on atteint une rigidité qui est largement suffisante. Même sur certains gravels, je suis en train de me demander si je suis pas un peu trop rigide en acier. Et que je vais pas retomber sur des tubes un peu plus avec des sections un peu plus faibles pour justement gagner en confort. Donc voilà, la rigidité c'est important, mais on sait arriver à des taux de rigidité, enfin des niveaux de rigidité qui sont suffisants. Et donc voilà. Alors après, ce qui va changer au niveau des tubes également, c'est la composition, comme je l'ai dit. Sur les tubes les plus haut de gamme, on a des résistances mécaniques qui sont extraordinaire. On est à 1200 mégapascales de résistance mécanique par exemple sur ce Columbus là, ce qui permet en fait d'avoir des tubes très fins mais résistants, parce que sur un acier standard, donc les aciers pas chers, on va avoir des aciers 25 chromo-molybdène, ou là sur les vélos un peu dans avoir des résistances mécaniques, voilà, à 400 mégapascales, 500 mégapascales, donc là on est plus du double, ce qui fait que vous prenez un choc sur du 0,4, il va pas se plier comme ça, il faut y aller vraiment fort. Et donc voilà la différence entre différentes gammes d'acier. Donc il y a les sections, les épaisseurs, mais aussi l'alliage qui le compose, qui va faire qu'on est sur des aciers qui sont plus ou moins résistants et durs. Donc du choix de mes tubes, j'arrive au gabarit. Donc là il est déjà bien avancé ce vélo, mais bon je vais pas en refaire un tout de suite. Là c'est pour vous montrer le gabarit que j'utilise, et comme je le disais tout à l'heure sur la géométrie, je vais régler ce gabarit en fonction de l'empattement avant, longueur des bases, plonge du boîtier de pédalier, l'angle du tube de selle, l'angle de direction et la hauteur de la douille de direction. Ce gabarit donc permet de positionner les tubes que je vais venir découper, donc mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tubes, plus s'il y a une fourche à fabriquer, parce que sur certains modèles je fabrique également les fourches. Et donc j'ai pointé mon vélo là-dessus. Donc bien sûr l'étape en amont, puisqu'on s'intéresse aussi à la fabrication artisanale, c'est la découpe. La découpe c'est le poste le plus long sur la fabrication. Qu'est-ce qui fait que c'est le plus long ? C'est ce qui fait la qualité des soudures, c'est ce qui fait que le vélo bouge pas aussi. C'est des petits jours en fait, quand vous allez venir souder, vu que c'est du métal, ça chauffe, il y aura un petit peu de déformation, et après il faut remettre le vélo droit. Et quand ça prend trop de déformation, c'est compliqué, parce que vous avez bougé ici, ça va bouger là en même temps. Et donc pour que le vélo soit bien droit, pour que les soudures soient de qualité et que les efforts soient minimisés aussi sur le vélo, il faut des découpes parfaites. Et c'est pour ça que les découpes c'est ce qui prend le plus de temps. Et les soudures après, j'ai envie de dire, une fois qu'on s'est bien soudé, c'est du gâteau quoi. Et donc deux types de soudures pour le coup sur celui-ci, avec des soudures, plus du collage, du pseudo-brasage. Donc là il n'y a pas de fusion entre les deux matériaux. Le pseudo-brasage c'est on vient chauffer le métal de base, donc là l'acier. Donc voilà, donc si on reprend, donc il y a deux types de soudure, un le pseudo-brasage, c'est ça ? Ouais. Et deux, la soudure TIG, donc à l'arc électrique. D'accord, donc si on prend la première. Ça c'est pseudo-brasage. Ok. Le pseudo-brasage je le fais sur tout type de vélo, il n'y a pas de limite on va dire d'épaisseur de tube. Et l'avantage c'est que ça donne un rendu un peu lisse, monocoque, et une finition très esthétique. Très esthétique. Le TIG on est sur des arêtes plus saillantes, et on va avoir une finition un peu plus brute. Plus brute, ouais. Alors quelle est la différence hormis la différence esthétique, quelle est la différence entre les deux types de soudure, notamment peut-être sur le comportement du vélo, enfin est-ce que ça joue et pourquoi l'une, pourquoi l'autre en fait? Ça pourrait jouer en théorie, en pratique déjà on ne s'en ressentira jamais. Pourquoi l'une et pourquoi l'autre? C'est que sur les tubes très très fins, par exemple quand vous soudez au TIG, le fait c'est que vous chauffez quand même le matériau jusqu'au point de fusion. Donc vous le faites chauffer à des températures très élevées qui va faire une zone affectée thermiquement, et sur le tube très fin ça peut être un point de rupture. Quand je dis très fin, c'est à 0,6 ou inférieur à 0,6 mm. Okay. Sachant que des vélos de course, je peux les souder aussi au TIG. C'est juste que voilà, ça demande plus d'attention à la soudure, et donc on dit que c'est plus complexe. Plus complexe, ouais. Le pseudo-brasage c'est un peu plus simple.
dans le sens où on a une marge de manœuvre d'erreur qui est un peu plus élevée qu'au TIG. Au TIG, vous trouvez le tube, c'est presque impossible à reprendre. Bon, avec la technique, on peut reprendre un petit peu, mais ça fait un pâté, c'est pas joli. Donc, le TIG, pour les tubes supérieurs à 0,7 mm, ça c'est mon expérience. Après, il y en a qui TIG du 0,6 et qui le font très bien. Mais disons que ça demande peut-être beaucoup d'expérience en fait. Ça demande, ça demande des centaines de cadres, ça demande une grosse maîtrise. Et comme je vous dis, là on prend zéro risque. Et de toute façon, moi j'ai une demande un peu plus importante en pseudo-brasage qu'en TIG. Même si j'essaye d'orienter sur du VTT ou sur du vélo de voyage ou sur des tubes un peu plus épais sur le TIG. Parce que, comme je disais, d'un point de vue mécanique, il n'y a pas de différence forcément entre les deux. D'un point de vue théorique, la soudure TIG, donc il y a une fusion entre deux matériaux, ce qui fait que, vu qu'il y a fusion, on est plus résistant qu'un collage, mais comme je disais, le collage vient prendre une surface plus importante ici, et donc il y a une meilleure diffusion de la fatigue que le TIG. La fatigue, elle vient dans les arêtes là, la soudure, et puis on chauffe un peu moins le tube également. Donc au final, si on prend le pour et le contre des deux, on arrive sur quelque chose qui est sensiblement identique. D'un côté, le TIG qui en théorie est plus costaud parce qu'on vient de mettre un métal d'apport qui est à minima de la même résistance mécanique que les tubes, voire supérieure, donc la soudure sera bien plus costaud que les tubes. Mais je vais vous montrer brièvement un cadre qui est là. Je vous montre un cadre qui est passé par les essais de fatigue. Donc les essais de fatigue, ça permet d'être à la norme européenne. Donc vous avez... Ça c'est une nécessité pour non, les cadreurs artisanaux en soi... Ils ne demandent pas de... En soi, on est un peu dans un système un peu bâtard, entre guillemets, puisque chaque vélo qu'on fait, c'est à l'unité. Et donc, pour se dire que pour chaque client, il faudrait que je fasse 2 vélos, un qui va en test et un pour la personne. Donc rentablement, c'est pas rentable, on ne peut pas le faire. Et donc, moi je l'ai quand même fait pour voir. Pour voir, question de notoriété aussi, puis parce que voilà, je me suis toujours dit que ça serait intéressant, surtout sur le gravel où j'utilise un mix de tubes qui sont plutôt orientés route et VTT. Et donc il a passé la norme VTT celui-ci, mais je l'ai envoyé jusqu'à rupture pour voir justement où étaient les points les plus faibles. Et il s'avère que les points les plus faibles, c'est à la limite de la soudure, c'est pas la soudure en tant que telle qu'on peut voir ici, hein, qui va sauter, hein, la soudure elle est largement assez résistante. Elle n'a pas bougé. Mais vous avez les fentes qui viennent ici, et donc c'est les zones où le tube, bon plus ici que là, commence à s'amincir parce qu'ils sont double butés les tubes, avec des épaisseurs variables comme j'expliquais. Et donc là, voilà, c'est là où vous avez le plus d'efforts. Ça permet de voir que la zone de contrainte, globalement sur un cadre, elle est quand même très... Globalement, ouais. Vous avez une zone de contrainte là, une zone de contrainte au niveau du boîtier de pédalier, et une zone de contrainte au niveau de la tige de selle. C'est les trois grosses zones de contrainte. Celle-là, c'est quand même celle où c'est le plus fréquent qu'il y ait des ruptures. Boîtier de pédalier, ça arrive, mais c'est moins fréquent. Et donc voilà, pour les différences entre pseudo-brasage et TIG. Et en plus, le pseudo-brasage, alors c'est tout à fait très personnel, hein, je ne veux pas être très innovant en disant ça, mais c'est beaucoup plus esthétique. Moi, j'aime bien quand on ne voit pas les soudures et que ça fait... C'est par exemple des choses que j'aime moins, par exemple sur les cadres, parfois en aluminium, où là des fois il y a des grosses soudures, quand elles sont pas polies, je trouve pas ça très esthétique. Et là, quand c'est pseudo-brasé, toi, il a fait un côté monocoque, monobloc, je trouve ça plus esthétique. Ça fait un côté très esthétique. Après, certains puristes aiment le côté esthétique de la belle soudure TIG également. Bon, voilà. Donc il y en a pour tout. C'est un éternel débat. Ok. Et donc la dernière étape, qui est donc la préparation du cadre avant peinture pour accueillir les différents composants, donc alésage, surfaçage, taraudage. Peut-être vous montrer quelques outils là. Donc surfaçage de la direction et du boîtier de pédalier, taraudage du boîtier de pédalier, vu que moi j'utilise des boîtiers de pédalier filtrés. Quel standard justement? 2 standards principalement. Ah oui. Le BSA, qui est un standard qui existe depuis plus de 50 ans, qui a fait ses preuves et qui à mon petit coup de cœur, et le T47 qui est plus à la mode mais qui offre quelque chose de très rigide pour le coup, parce qu'on augmente en fait le diamètre, et vu qu'on reste sur un matériau qui de base est rigide comme j'expliquais tout à l'heure, on est sur un boîtier qui est plutôt dédié à des vélos performance. D'accord. Et l'avantage du T47 par rapport au press-fit ou autre, c'est qu'il est fileté, et donc plus facile à mettre déjà et enlever les cuvettes. À monter, il y a des montées, et en termes de maintenance. Il y a un peu moins de bruit parasite. Parasite, ouais. De toute façon, le press-fit, j'ai l'impression que même les grandes marques en reviennent un peu, parce qu'on va voir même sur des vélos, même carbone, etc., ils reviennent maintenant au fileté. Ils reviennent au fileté, donc le T47, oui, j'ai vu aussi qu'il y a certaines marques qui
pour leurs modèles actuels et à venir qui vont le mettre dessus sur leur vélo course notamment, et une marque américaine, parce que ce qui est intéressant avec le TR47, ça c'est la petite histoire qui est assez sympa, c'est que ça vient plutôt du monde artisanal qu'industriel, ou semi-artisanal on va dire, et donc ce qui est sympa aussi dans le monde artisanal, c'est que déjà on s'adapte aux standards industriels, parce que comme je disais tout à l'heure, au niveau des freins, flat mount, on ne vous en avait pas sur des cadrassés il y a 20 ans en arrière, quoi. Donc on peut facilement s'adapter aux standards industriels et en proposer d'autres qui seront ou non adaptés, qui resteront peut-être chez un cadreur sa petite spécificité sur ses vélos et qui sera que lui qui le fait, ou d'autres choses qui in fine deviendront des standards au niveau de l'industrie. Donc l'étape d'après, là, le vélo, après une fois qu'il est tout prêt, il va partir à la peinture. À la peinture. Donc après vient l'étape finale de la peinture. La peinture, donc il y a deux types de peinture que j'utilise. Donc la peinture liquide qui est plutôt pour un rendu assez lisse, qui fait très propre, mais qui a le désavantage d'être un peu moins résistante que l'autre type de peinture, la thermolaquée, qui est une peinture industrielle, on va dire, époxy. On va mettre le cadre dans un four à 180 degrés, ça va faire le liant avec la peinture, qui est une peinture que j'utilise plus sur les vélos de voyage, certains gravels. Et donc, la peinture, ce deuxième type de peinture est plus résistant. Bien plus résistant, oui. Okay. Déjà l'épaisseur est plus importante, et le fait qu'elle soit passée au four la stabilise bien. Les autres c'est des peintures à l'eau, donc ce qu'on retrouve sur la majorité des vélos, qui font le taf mais qui sont un peu plus fragiles. Et pour l'acier, la particularité, c'est qu'on met une petite couche d'après, parce qu'on reste sur un matériau qui est oxydable. Et donc on met une petite couche d'après sur le cadre avant de le peindre. Donc on sable le cadre, on met une couche d'après, on met la peinture, on met un vernis. Après on peut toujours faire des processus de cataphorèse ou autre sur le vélo. Sur certains vélos de voyage ça peut être intéressant, mais disons que la rouille sur un acier ce sera toujours superficiel. Les vélos que vous voyez en ville qui ont plus de 50 ans, ils n'ont pas subi de cataphorèse tous. Et ils roulent encore, il y a un peu de rouille, la rouille elle reste superficielle. Sauf si vous habitez en milieu salin, bord de mer, que votre vélo il prend l'air marin tous les jours, peut-être que on va réfléchir à une cataphorèse, mais en soi c'est pas obligatoire. Il y a la question du poids aussi qui peut rentrer pour certains. Après je pense qu'en gravel on n'est pas à quelques grammes près, donc c'est pas forcément ce qu'on cherche. Puis il y a d'autres poids à mon avis qu'on peut gagner des fois bien ailleurs. Y compris là des fois. Voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Vous en savez plus maintenant sur la fabrication d'un vélo artisanal et des vélos cadence en particulier. En plus on vient de constater qu'on est pile poil raccord, hein. C'était pas fait vraiment volontairement, mais là c'est la team parfaite, hein, violet et bleu et basket. Alors du coup, quand même une petite question avant de se quitter. Pourquoi le nom cadence ? Tout simplement parce que je voulais un nom de marque qui sonne aussi bien masculin que féminin. Et donc qui est aussi une petite connotation française, un mot qui sonne bien. Et ma compagne me l'a proposé, on cherchait, je crois que c'était en genre Scrabble pour le coup, et en regardant dans le dictionnaire. Et voilà, et ça rappelle le vélo, ça rappelle beaucoup de choses, et moi ça me faisait sens, donc voilà pourquoi le nom cadence. Et donc si c'est trouvé en faisant du Scrabble, donc on peut dire que ça compte triple, hein, comme la qualité de cette marque. Maintenant on va passer à la phase 2 qui fera l'objet de la prochaine vidéo, la phase test, puisque là on va se changer, mettre nos habits de lumière de cycliste et on va partir rouler pour faire les essais en périphérie de Troyes. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à mettre des commentaires, et bien sûr je mets en lien tous les descriptifs pour tous ceux et celles qui sont intéressés pour avoir pas forcément celui-là, mais un vélo en tout cas sur mesure, que ce soit un gravel, mais également que ça peut être un vélo de route, un VTT, un vélo de ville. Tout type de vélo. Tout type de vélo, voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.